C'est l'heure du grand débat. Madame, Monsieur, bonsoir. Depuis quelques heures, nous avons un nouveau président de la Cour constitutionnelle. Il s'appelle Joseph Diogbenou. Il a pour vice-président le magistrat Razaki Amadou Issifou. Et c'est parti pour 5 ans avec une Cour constitutionnelle, 6e mandature, qui a prêté serment dans la matinée d'hier. Que vaut la Cour constitutionnelle dans la vie institutionnelle du Bénin? Qu'attendre de la nouvelle mandature de la Cour? Nous nous départirons des débats juridico-juridiques pour porter un regard citoyen sur l'institution avec 2 observateurs de la vie politique nationale et internationale, Augustin Anigniquin et Stéphane Nestor Onsougan. Bonsoir, chers messieurs. Bonsoir, Odilo. Alors, on va y aller très vite et dans le vif du sujet, je vais vous demander à tour de rôle ce que vous inspire la Cour constitutionnelle quand vous écoutez Cour constitutionnelle, dans votre tête, ça vous fait quoi, Augustin? Merci. La Cour constitutionnelle est un organe qui est chargé de la régulation des institutions de la République. En ce sens, lorsqu'on parle de Cour constitutionnelle, on parle d'un organe très puissant, mais toujours en se référant à son domaine de compétences, tel que prévu par la Constitution de 11 décembre 1990. Et donc, comme le disait un observateur français, la Cour, parce qu'en France, on parle du Conseil constitutionnel, la Cour permet, n'est-ce pas, dans le contexte français, bien entendu, d'arrêter la déviance du régime parlementaire. Alors, dans le contexte béninois, la Cour a pour fondamentalement le rôle de régulation des institutions. Elle veille à la constitutionnalité des lois qui sont votées et aussi, beaucoup ne le savent peut-être pas, met l'accent sur le respect des libertés, des droits de la personne. Et donc, la Cour, dans une démocratie, c'est une très bonne chose parce qu'elle permet le bon fonctionnement des institutions et aussi permet d'éviter des conflits et des chevauchements entre les pouvoirs tels que législatifs ou exécutifs. Stéphane? Quand on parle de la Cour constitutionnelle, depuis le premier, on nous a appris que c'est la haute juridiction, nous citant les institutions de la République, et qu'en tant que haute institution, ces décisions sont sans recours. Et quand on dit que la décision d'une institution est sans recours, c'est que c'est l'institution suprême dans son domaine. Et ici, nous sommes en matière constitutionnelle. En matière administrative, c'est vrai, c'est la Cour suprême et autres. Mais quand on voit la Cour dans un fonctionnement démocratique, je pense que c'est l'organe poumon d'un État de droit. Ça vient réguler plus les fonctionnements politiques, le fonctionnement des institutions politiques. Parce que vous allez voir que la Cour intervient plus sur les décisions prises soit par le gouvernement ou bien soit par l'Assemblée nationale. Et donc, ça peut être aussi de tous côtés, mais c'est plus cela. Et donc, ces 2 organes sont des institutions purement politiques. Et donc, ce sont des hommes politiques qui les animent. Et en tant que tel, je pense que la Cour, en tant qu'institution judiciaire ou juridique, ou autres juridictions assure le fonctionnement de la République en régulant le fonctionnement politique de cette République à travers les décisions qu'elle prend ou les décisions qu'elle conforme pour donner des directives afin que la déviance qu'on va observer, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est des hommes qui agissent et l'homme a tendance à se mettre au centre, à considérer plus ses intérêts. En tant que tel, la Cour vient pour dire non, en fonction de ce que la Constitution dit, il ne faut pas agir comme cela, il ne faut pas agir comme si, pour permettre à tout le monde de se sentir dans un état de droit et dans une république qui considère ses enfants. Alors, je vais encore repréciser la question parce que, oui, vous êtes allé dans le fond, vous avez expliqué en réalité de façon juridique et politique ce qu'est la Cour constitutionnelle, quels sont ses pouvoirs. Mais j'aimerais bien vous demander et avoir de vous ce que représente justement pour vous, la Cour constitutionnelle. Mais la Cour, elle représente un organe, une institution très très importante. Si vous devez imaginer la Cour
par rapport à une image dans l'échiquier institutionnel de la République? Mais vous voyez le surnom qu'on a donné aux membres de la Cour. Les médias français ont tout fait de donner aux membres de la Cour le surnom de sages. Les sages de la République, voyez-vous. Et donc, si on doit partir d'une image, on dirait simplement que si on prend l'exemple d'une famille, c'est comme le grand-père, le patriarche, hein, qui est à la maison et laisse faire ses enfants, les parents, la femme, les garçons, les filles, chacun joue son rôle. Et lorsqu'il y a peut-être de malcompréhension, eh bien, il revient à ce patriarche-là de donner raison à qui devrait l'avoir et faire la part des choses. Donc, c'est comme ça que je vois la Cour en termes d'image. Mais en termes purement juridiques ou démocratiques, la Cour, véritablement, est une institution irremplaçable dans la vie démocratique d'un pays. Parce que je n'imagine pas qu'on vive aujourd'hui dans un système démocratique sans la Cour. Parce que quand le pouvoir exécutif et législatif en centre dedans, entre griffes, c'est la Cour qui est en quelque sorte l'arbitre qui siffle la fin de la récréation. Et le fait de dire que ces décisions sont sans recours, c'est pour dire que la Cour a le dernier mot en matière de constitutionnalité. Donc, pour moi personnellement, et pour l'opinion démocratique, la Cour est véritablement une institution sans laquelle on ne peut pas dire qu'on vit véritablement une démocratie. Stéphane? Oui, quand on se réfère aux prérogatives de la Cour, pour moi, la Cour a droit de vie et de mort sur la République. Est-ce qu'elle concentre tous les pouvoirs? Non, c'est vrai. Est-ce qu'elle régente tous les pouvoirs? Bon, la Constitution ne lui donne pas tous les pouvoirs sans limite, mais elle la place au-dessus de toutes les autres institutions dans le domaine. Elle a pouvoir d'arrêter les autres pouvoirs. Justement, elle a pouvoir d'arrêter donc les autres pouvoirs dans les déviances entre griffes. Et donc, de mon point de vue, imaginez peut-être dans une élection présidentielle ou législative, c'est la Cour qui donne les résultats définitifs. Et donc, la Cour a le pouvoir de dire que c'est Pierre ou Paul qui a été élu. Et donc, moi, je dis, une simple décision peut arranger les choses, une autre peut les déranger. Et donc, de mon point de vue, la Cour a droit de vie et de mort sur la République parce qu'elle décide de l'avenir de la République à travers ses décisions. Et donc, de ce point de vue, je pense que l'importance de la Cour n'est plus à démontrer et dans tous les régimes démocratiques, dans tout le pays. Et donc, on parle ailleurs de conseil constitutionnel, ailleurs de cour constitutionnelle. Je pense que, qu'on le veuille ou pas, le rôle de la Cour est très, très important dans le fonctionnement démocratique de tout pays. Alors, vous avez dit ce que la Cour représente pour vous. Nous avons interrogé quelques professeurs, de grands intellectuels, des universitaires étrangers qui ont porté leur regard sur la Cour constitutionnelle du Bénin. C'était à l'occasion du colloque des 25 ans de la Cour constitutionnelle du Bénin le week-end dernier. On va les écouter. La Cour constitutionnelle est également regardée par nous autres étrangers, constitutionnalistes étrangers, comme étant un modèle d'audace, un modèle de solidité intellectuelle et technique, parce que la Cour a rendu plusieurs décisions qui peuvent plaire, qui peuvent encourager dans le mécanisme et dans le processus de construction et de consolidation d'un État démocratique. Il est tout à fait évident que dans une œuvre humaine, dans une œuvre institutionnelle, il peut y avoir des choses sur lesquelles on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Mais c'est l'état même des choses, c'est la situation normale des choses. Mais quand on fait le point, il y a certainement des décisions de la Cour constitutionnelle qui sont tout à fait critiquables, avec lesquelles on peut prendre des distances tout à fait raisonnables, mais il y a aussi des décisions très lumineuses qui sont appréciables si le curseur, le critère de l'appréciation est la contribution à la stabilité de la Constitution, la contribution à la stabilité des institutions, la régulation de l'état de droit. J'ai fait quelques articles, pas nombreux, sur la Cour constitutionnelle béninoise et je viens de le dire dans la salle. Je suis fasciné par cette Cour parce qu'elle me paraît être la Cour qui est une sorte de lampe, de lumière dans une forêt
en Afrique parce qu'elle montre la voie aux autres juges constitutionnels sur le rôle que ces juges doivent avoir dans un système qui se veut démocratique. C'est-à-dire un juge qui fait tout pour que la séparation des pouvoirs, qui est un principe fondamental dans les constitutions africaines et ailleurs, soit respectée, que les droits de l'homme, les droits et libertés fondamentaux également soient respectés. Et cette cour est connue dans le monde entier, en Afrique et dans le monde entier, comme étant justement une cour qui a assuré son indépendance vis-à-vis à la fois du Parlement et du président de l'exécutif et particulièrement du président de la République. Un bilan très positif. Pour moi, la Cour constitutionnelle du Bénin est un modèle sur le continent. Elle a beaucoup apporté, je dirais, en termes de consolidation de l'état de droit et de démocratie pluraliste. Et cet état de droit et de démocratie pluraliste, le peuple béninois a marqué sa détermination à le créer et à le consolider. Et la Cour constitutionnelle s'en fait le porte-parole. Maintenant, dans un bilan très positif, il y a toujours des aspects qui peuvent être discutés, qui n'enlèvent rien, évidemment, à la plus-value extraordinaire qu'a toujours été la Cour constitutionnelle du Bénin. Il y a cette tendance quand même assez récurrente quand on interroge les juristes, qu'ils soient béninois, africains ou même d'Europe ou d'ailleurs, ce qui est constant, c'est beaucoup plus des éloges à l'endroit de la Cour constitutionnelle du Bénin que d'autres choses. Qu'est-ce qui peut justifier cet état de choses? La première raison, à mon avis, c'est bien entendu la qualité des hommes qui ont souvent composé la Cour constitutionnelle de notre pays. Depuis la première Cour qui a été installée le 7 juin 1993, qui a été dirigée par Madame Elisabeth Poyon, avec bien entendu l'entrée en scène de Conception Insou. On a connu aussi Robert Dossou, le professeur Théodore Olo. Je rappelle que Robert Dossou et le professeur Théodore Olo faisaient déjà partie de la commission constitutionnelle de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Donc, d'abord, c'est la qualité des hommes qui composent la Cour constitutionnelle du Bénin. Donc, cela fait que, à un moment donné, ces hommes-là prennent du recul, ils assument leurs responsabilités, ils appliquent la boutade « tu m'as nommé, je ne te connais point ». Et même si, comme l'ont remarqué ces professeurs, il y a des décisions sur lesquelles on peut quand même ne pas être d'accord, mais dans l'ensemble, les décisions sont prises dans l'intérêt général de la nation. Et donc, je mettais l'accent sur, disons, la qualité des personnalités qui composent notre cours. Ensuite, on pourrait aussi dire que l'expression démocratique même dans le pays fait que les dirigeants, que ce soit le président de la République, que ce soit le président de l'Assemblée nationale, ces différentes personnalités ont un certain respect vis-à-vis de la décision de la Cour. Pas parce qu'on a dit que ces décisions sont sans recours, mais parce que, ayant en eux-mêmes les germes d'une certaine démocratie, eh bien, ils cherchent quand même à sauvegarder cette institution-là, parce qu'on se dit, si jamais on la casse, on n'aura plus de repères, on n'aura plus de recours. Donc, je pense que ces enjeux-là font que, bien entendu, on trouve que notre cour est une cour qui doit servir d'exemple en Afrique et ailleurs. Donc, ce sont des éléments sur lesquels il faut beaucoup mettre l'accent. Alors Stéphane, on a entendu le professeur Abdoulaye Soma qui est professeur agrégé, maître de conférence agrégé de droit public à l'université de Ouagadougou et qui par ailleurs est président de la société burkinabé de droit constitutionnel, qui déclarait la Cour constitutionnelle du Bénin comme un modèle d'audace pour les autres cours constitutionnelles de la sous-région et même d'ailleurs. Quelle analyse avez-vous de ces déclarations? Il n'est pas le seul à le dire d'ailleurs. Oui, je pense que autant que tous ceux qui viennent d'intervenir, qui ne sont pas d'ailleurs béninois, et qui de leur position d'hommes extérieurs au Bénin, ont vu
du point de vue scientifique, que la Cour constitutionnelle béninoise est un modèle à suivre. Je pense que cela reflète la qualité de l'idéologie politique que les Béninois se sont donnés à la conférence des forces vives de la nation. Quand nous prenons la Cour et que nous voyons depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu ce contentieux qui puisse vraiment mettre le pays dans un déclic total. Et cela, c'est un honneur non seulement accordé à faire au peuple béninois, mais aussi c'est à la Cour, parce que comme je le disais toujours tout à l'heure, la Cour peut dire ce qui n'est pas pour déranger les choses. Mais on a compris que cela n'a pas été. On a vu à l'approche des élections, le peuple béninois a toujours craint certaines choses qui ne sont jamais venues. Vous me permettez de faire référence aux dernières élections présidentielles. 2016. Oui, on a vu, les gens sont dit, avec la présence de Théodore Ollô, qui a été nommé qui a été pas nommé, qui a eu le soutien du président Boni Yayi pour être élu en tant que président de l'Est. Il dira autre chose si les élections allaient en défaveur du candidat de Boni Yayi, mais on l'a vu que ça s'est passé. Il a donné le résultat des urnes. Et cela, ça a l'étonnement de tout le monde. S'il le faisait, s'il donnait autre chose, il sait que la République va s'embraser et personne ne voudrait porter la responsabilité de ce que la République est en incendie. Personne. Quand vous voyez toutes ces têtes, on a plus de 10 millions de Béninois et que c'est votre seul individu ou bien la présence peut-être de 7 personnes qui vont faire que le pays sera déchiré, personne ne voudrait vraiment porter. On se souvient de l'Ivoirien. On se souvient du cas ivoirien et c'est ça qui continue jusqu'à présent. Encore que si peut-être on a vu, peut avoir, comme l'a dit et le professeur, je crois que c'est Stéphane Bollé ou bien c'est un nouveau bon. Stéphane Boll. Ok, d'accord, oui. De la France, je pense qu'il disait que quand on fait le bilan qui est très positif, c'est vrai qu'il y a des actions qui doivent être critiquées parce que dans un bilan positif, il y a toujours des choses à corriger. Et je pense qu'il y a toujours ça. Mais l'essentiel, c'est que le positif l'emporte sur le négatif et on l'a vu. Sinon, la République ne continuerait pas sa marche vers la démocratie. On y est. Et donc, il faut vraiment louer la qualité, non seulement la qualité, mais la volonté et la conscience intellectuelle de ceux qui l'animent. Parce qu'ils peuvent avoir tous les diplômes, ils peuvent avoir toutes les qualités qu'ils veulent, mais s'ils n'ont pas l'éducation qu'il faut, ce n'est pas bon. Et ça, c'est aussi un honneur à faire à la société béninoise qui ne s'est pas contenter de former que des intellectuels, mais qui a aussi formé des hommes, parce qu'il y a une chose qui est de donner l'instruction, il y a une autre qui est de donner l'éducation. Et donc, quand les deux vont de pair, il y a la crainte de la chose publique, il y a la crainte de l'intérêt général. On ne place pas l'intérêt particulier au-dessus de l'intérêt général. Et je pense que c'est un honneur à décerner, c'est un satisfait à décerner aux animateurs de toutes les cours qui jusque-là se sont. On espère que ça va continuer. Et il y a aussi, vous parliez de Stéphane Boll, le professeur qui a également parlé de la consolidation de l'état de droit. Est-ce que c'est tant la Cour constitutionnelle qui a tant justement d'impact dans la consolidation de l'état de droit au Bénin et d'ailleurs même, est-ce que l'état de droit au Bénin est si consolidé que ça, l'état de droit? Tout à fait. On peut se réjouir de l'état de droit au Bénin. C'est vrai que nous sommes une démocratie naissante, d'accord? Ça fait à peine 28 ans. Les autres démocraties ont déjà des siècles, je vous le rappelle. Et donc, sur les autres continents, pas forcément en Afrique. Bien sûr que oui. Nous faisons partie, par rapport à d'autres, nous sommes des ancêtres. Tout à fait. Parce que l'expérience démocratique a été aussi tentée dans d'autres pays, mais ça a lamentablement échoué. C'est à notre honneur, nous Béninois, de constater aujourd'hui que la Cour, l'état de droit, bien entendu, quoi qu'on dise, se met en place, se bonifie chaque jour. Il y a le pluralisme, il y a d'une manière ou d'une autre l'expression, la liberté d'expression qui sont assurées. Alors vous demandez si, lorsqu'on parle de l'état de droit, est-ce que c'est forcément la Cour qui est, disons, joue le premier rôle? Je ne dirais pas forcément que c'est la Cour. Parce que lorsqu'on parle de l'état de droit, il y a beaucoup de facteurs, beaucoup d'acteurs qu'il faut prendre en compte. Il y a la classe politique, bien entendu. Il y a la société civile. Il y a les hommes des médias. Il y a aussi comment est-ce que les élections se tiennent à bonne date. Comment est-ce qu'elles sont transparentes. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu dans ce que nous pourrions appeler les ingrédients de l'état de droit. Maintenant, la Cour, sa spécificité, c'est que dans son rôle
d'abord d'observateur, parce que la Cour observe les gestes de tous les acteurs de la scène politique, d'accord, et dans ce rôle d'observateur, et lorsqu'elle est saisie, elle arrive à dire, disons, le droit en remettant chacun à sa place, toujours en fonction de la Constitution, de ses prérogatives. Donc, de mon point de vue, la Cour constitutionnelle joue un rôle très important dans l'édification de l'état du droit, parce que si la Cour est phagocytée, par exemple, si la Cour devient une caisse de résonance pour le pouvoir peut-être législatif ou bien pour le pouvoir exécutif surtout, et est souvent au bord de ces pouvoirs politiques-là, eh bien, vous verrez simplement que l'état de droit, la démocratie ne pourra pas, disons, fleurir, parce que lorsqu'on aura besoin de la Cour pour trancher et remettre le pays sur le rail, vous verrez que la Cour sera absente, et elle sera absente au profit peut-être des intérêts politiques des uns des autres, alors que la Cour, comme l'a dit Pierre Josse, un Français que j'aime beaucoup, il dit, la Cour, nous représentons le peuple. Et vous, quand il dit vous, il s'adresse aux politiciens. Voilà, que vous représentez la politique. Donc, la Cour, au-delà de son aspect juridique, mais lorsqu'on porte un regard citoyen sur la Cour représente le peuple. Parce que la Cour est là pour qu'on ne brime pas le peuple, pour qu'on ne lui vole pas sa liberté, son droit. Vous voyez? Donc, de mon point de vue, la Cour est véritablement ancrée dans la consolidation de l'état de droit. Mais dans cet élan-là, est-ce que la Cour n'en fait pas parfois ou souvent un peu trop? Oui, on a tout à l'heure parlé de l'action humaine dans laquelle il n'y a pas le superlatif, le mal absolu ou bien le bien absolu. Et l'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas le mal absolu. On l'a dit, se référant à ça, quand on a parlé des imperfections, peut-être que la Cour a outrepassé ses prérogatives, ou bien peut-être que sans prendre en compte tous les aspects d'une question donnée, a rendu une décision qui ne devrait pas être le cas. Ça, ce sont des actes humains, c'est dans l'action humaine et on ne peut pas le refuser. Mais l'essentiel, c'est que ça n'emporte pas sur ce qui doit être fait au point de mettre en désordre les choses. Et ça, jusqu'à présent, on ne l'a pas obtenu. Et je le redis, on espère que ça va continuer parce que c'est une nouvelle Cour qui est installée. On sait qu'ils sont béninois et l'esprit citoyen doit continuer à habiter tout et chacun de nous. Et je pense que quand nous sommes en train de dire peut-être que la Cour a fait ci et autre, c'est parce qu'on ne voudrait forcément pas revenir sur des choses qui n'ont pas été vraiment bien faites et autres. Et cela, ça dépend aussi de sa position, du point de vue peut-être politique. Si peut-être j'aurais souhaité que la Cour certifie ou bien atteste une décision, confirme une décision ou une loi qui a été votée par l'Assemblée et que je ne l'ai pas eu, de ma position, je dirais que peut-être ils ont tenu compte de certaines considérations politiques pour prendre les décisions, alors que ce n'est pas forcément le cas. Ça peut être à raison comme ça peut être à tort. Et donc, de ce point de vue, je pense que l'action humaine est critiquable et on ne peut pas dire que toutes les décisions rendues par la Cour sont exemptes de tout reproche. Mais l'essentiel, c'est que malgré tout cela, on a su prendre le dessus sur tout et la marche vers la démocratie est en train de continuer. Et vous disiez tout à l'heure que si ces reproches-là et autres, si ça atteste que c'est fini, qu'il faut décerner satisfait, sinon la construction de la roue de succès est toujours continuelle. Et donc nous sommes en marche. Le jour où on va dire que bien on a fait ce qu'il doit faire, on a échoué ce jour-là. Et j'espère que chacun de nous doit s'inspirer de ce que l'autre a fait, de ce que son prédécesseur a fait, doit s'inspirer de chaque acte qu'il est en train de poser aujourd'hui pour l'améliorer demain afin que la République toujours continue. Parce que si comme le dit Antoine Saint-Exupéry, on n'a pas hérité de la terre de nos ancêtres, on l'a emprunté à nos enfants parce qu'il faut savoir que c'est la postérité et notre hymne national le dit, je ne sais pas si chacun fait attention à cela, construire sans rivage pour la postérité. Et donc, chaque action que nous allons poser, chaque acte que nous devons poser, doit rentrer dans cet esprit de construction pour la postérité, parce que si on se met dans l'idée qu'il faut quand même, si on pense à nous-mêmes, on est en train de détruire et ce que nous avons hérité de nos aïeux, de nos parents, ne serait pas continuel pour que les générations à venir puissent en bénéficier. Et je pense que c'est un crime contre la République. Est-ce que la Cour n'en fait pas trop? Je ne pense pas que
l'on puisse dire que la Cour en fasse de trop, parce que souvent, les politiciens, ce sont eux les premiers à critiquer les décisions de la Cour. D'accord? Et quand vous observez bien, c'est peut-être que la décision rendue par la Cour n'est pas allée dans leur intérêt politique. D'accord? Donc, on critique. Donc, il faut d'abord analyser les différentes critiques qui sont formulées à l'endroit de la Cour. En tant qu'observateur, je pense que pour la plupart des cas, c'est des critiques plus ou moins infondées vis-à-vis de la Cour. Subjectives. Oui, relativement subjectives, parce que on s'attendait à une décision qui allait dire que bon, nous avons gagné, mais finalement la Cour nous a déboutés et finalement on est fâché, on commence à critiquer la Cour. Mais cela ne fait pas de la Cour, cela ne fascine pas d'ailleurs du tout pas la Cour. La Cour tient droit dans ses bottes et continue. Donc, dire qu'elle en fait de trop, je ne crois pas. On peut peut-être dire que souvent, peut-être qu'elle n'arrive pas à bien motiver sa décision. Peut-être que les raisons avancées pour motiver la décision rendue souffrent de quelques éclairages. Et dans ce cas d'espèce, bon, on peut critiquer. Mais dans le fond, lorsque la Cour rend une décision et que vous écoutez les juristes, quand vous écoutez vraiment les gens qui ont le sens élevé de la responsabilité, on voit souvent que la décision de la Cour est tenable, ne s'est pas écartée réellement de ses prérogatives ni de la Constitution. Vous voyez? Donc, la Cour n'en fait pas trop. Et même si elle en faisait trop, mais peut-être que c'est pour l'intérêt supérieur. Cette crainte de la Cour, le général de Gaulle l'a exprimée. C'est pour cela qu'il n'a pas voulu avoir une Cour suprême comme cela est de tradition aux États-Unis. Il l'a exprimé parce que c'est pour cela qu'il a voulu contourner et en qualifiant les membres de la Cour de gouvernement de juges. Gouvernement de juges, parce qu'il craint qu'ils ont tellement un grand pouvoir. Et pour essayer un peu de tuer un peu leur estime, il dit, mais écoutez, mais celui qui détient le vrai pouvoir, c'est le peuple. C'est le peuple. Mais oui, d'accord, c'est le peuple. Mais Joyce lui a dit, mais le peuple est représenté aussi par la Cour constitutionnelle. Donc la Cour, même si à un moment donné on estime qu'elle en fait de trop, ce n'est pas au vu du citoyen lambda, c'est au vu des politiciens qui ont des intérêts inavoués. Et cette question, est-ce que la Cour en fait trop? On l'a posée à quelqu'un dont le nom fait s'incliner. Kofi Hardy Nonou, c'est un professeur de droit public, agrégé de droit public, professeur titulaire, ancien président de l'université de Lomé, président depuis quelques années du jury du concours d'agrégation au CAMES. On va l'écouter sur la question. Il était à Cotonou ce week-end. J'ai pu influencer un certain nombre d'écrits de nos jeunes collègues lorsqu'ils préparaient le concours d'agrégation ou bien lorsqu'ils préparaient la titularisation après le concours d'agrégation. Et en ce sens que dans leurs propos initiaux ou dans leurs analyses initiales, ils partaient bien en tête contre les décisions de la Cour constitutionnelle du Bénin en disant oui, elle en fait trop. J'ai dit elle en fait trop parce qu'elle est dans un contexte déterminé. Elle est dans un contexte déterminé et je leur disais que mais lorsque tout le monde s'abaisse devant les politiciens et qu'on voit que ces politiciens conduisent la nation dans des méandres qui risquent de revenir sur des acquis que tout le monde trouve positifs, il faut bien qu'il y ait des gens qui se dressent face aux politiciens pour leur dire les choses ne peuvent pas aller ainsi. Et de ce point de vue, donc, même si du point de vue de la théorie juridique, les décisions de la Cour constitutionnelle peuvent prêter le flanc à la critique, lorsque l'on se place d'un certain point de vue politique, on est bien obligé de dire que le juge constitutionnel se situe dans son temps, dans son contexte, et sait d'où vient le Bénin, et doit éviter que le Bénin retourne aux errements que nous avons connus, enfin que le Bénin a connus avant 1990. Donc je voudrais attirer vraiment l'attention de on a parlé de doctrine africaine tout à l'heure, de doctrine africaniste. Je voudrais quand même attirer l'attention de cette doctrine africaniste dont je suis un des animateurs, sans fausse pudeur, sans fausse honte. Attirer cette attention sur la nécessité
de nous replacer toujours dans notre contexte social, politique, sociologique pour comprendre certaines décisions. Des commentaires? Oui, donc, bon, je pense qu'il a tout dit. C'est en fonction de la considération politique qu'on apprécie les décisions de la Cour. Heureusement qu'elles sont sans recours. Sinon, le politique allait peut-être interjeter appel. Et le constituant a bien fait de placer, de placer cette sentinelle pour éviter que les décisions de la Cour puissent être susceptibles de recours afin de perpétuer la lutte juridique. Parce que si vous imaginez que la Cour dit que telle loi n'est pas conforme à la Constitution et que le politique avait la possibilité, on l'a vu avec la Cour qui vient de passer service, où par exemple la loi sur le droit de la grève, si peut-être le gouvernement avait ou bien l'Assemblée avait l'opportunité de saisir une autre juridiction que la Cour, il le ferait. Il le ferait et ça va mettre dans un imbroglio total. Mais je pense que la Cour a pris toutes les décisions qui ont été prises, c'est plus en fonction des considérations juridiques pour la Cour, mais politiques pour les hommes politiques. Je vais parler de l'Assemblée nationale, je vais parler de l'exécutif, qui n'ont peut-être pas toujours à cœur l'intérêt du peuple, mais la Cour doit avoir à cœur l'intérêt du peuple. Et en conséquence, on a vu avec la décision du gouvernement qui a retiré le droit de se constituer en nation, ou bien le droit de grève aux étudiants, les organisations estudiantines. La Cour a rendu la décision et a annulé la décision du gouvernement. Les étudiants étaient très contents. Imaginez que cette possibilité n'y était pas. Et donc, les étudiants seraient sans organisation estudiantine. Or, c'est un creuset pour porter la voix auprès de l'autorité afin d'avoir ce qu'on doit obtenir. Et donc, je pense qu'on peut pas dire, on peut dire que la Cour a fait un peu trop, mais cela dépend de là où on se situe. Le peuple, quand on prend la grande partie des citoyens lambda, il ne le dirait pas, mais quand on prend les hommes politiques en fonction de ce qu'ils sont, de la mouvance ou de l'opposition, les critiques là ne manqueront jamais. Augustin? Tout à fait. J'étais très content quand j'ai écouté le professeur Aradino, non? Bien sûr, parce que j'étais intervenu avant lui et j'ai vu que bon, ce que je disais, j'avais pas fait un fausse route. C'était pertinent. Tout à fait. Oui, si la Cour devrait en faire trop, et que si ce n'est que dans l'intérêt général de la nation, bon vent. Parce que si la Cour jamais se laisse décourager par les politiciens, les politicards, eh bien l'état de droit est enterré. Donc il faut que la Cour, l'essentiel c'est qu'elle reste dans ses prérogatives, qu'elle n'aille pas au-delà de ses prérogatives telles que déclinées dans la Constitution et dans sa loi organique. Voyez-vous? Donc, tant que la Cour va suivre cette direction-là, je crois qu'on peut faire confiance à la Cour et vous verrez que chaque fois que la Cour rend des décisions, ceux qui critiquent, c'est une minorité. C'est une minorité. Donc, la Cour, de mon point de vue, doit véritablement tenir bon. Et cette Cour qui vient d'être installée doit aussi aller à l'école des cours précédentes. On parlera de cette Cour tout à l'heure et de ce qu'il faut attendre d'elle. Mais puisque nous parlons de la Cour et que vous la magnifiez si tant, on va quand même noter qu'il y a eu, notamment depuis ces 25 ans, quelques décisions quand même polémiques. Vous vous souvenez justement de cette décision de la Cour qui vient de finir son mandat, 39 plus 1 égale 40 ans. Alors, bon, je ne vous saisis pas bien, mais 30 plus 40, vous voulez parler de l'âge minimum pour aller aux élections présidentielles. En ce temps, c'était tout le monde a vu Komi Koutié ou Boniaï derrière cette décision de la Cour constitutionnelle. Est-ce que cela n'est pas en réalité les zones d'ombre de cette Cour? Oui, bon, je pense que je disais tout à l'heure que l'action humaine n'est pas exempte de tout reproche et peut-être qu'ils doivent avoir à justifier ça et peut-être qu'il a manqué, comme l'a dit tout à l'heure Augustin, de certains éclairages pour convaincre tout le monde. Et je suis sûr, il y a des gens qui ne veulent jamais être convaincus sur la décision parce que si peut-être la candidature
de celui dont vous êtes en train de parler pouvait aller en défaveur de quelqu'un, soyez d'accord, qu'il n'accepte jamais. Moi, je pense que la démocratie nous apprend à ne pas condamner l'opinion contraire. Il faut l'accepter, il faut essayer de convaincre celui qui est en train de porter cette opinion. Et donc, on ne peut pas refuser que les gens ne soient pas d'accord avec les décisions rendues. Vous avez dit 39 plus 1 égale 40, mais mathématiquement, arithmétiquement, je crois que c'est cela. 39 plus 1 jour, s'il vous plaît. 39 ans plus 1 jour. 39 ans plus 1 jour égale 40 ans. Bon, 39 ans plus 1 jour égale 40 ans, je pense que ça relève de l'état civil. Et si quelqu'un est né pour avoir 40 ans, s'il est né... La Constitution a dit 40 ans révolus pour aller aux élections. 40 ans révolus. La Cour nous a dit 39 ans plus 1. Est-ce qu'il il faut rentrer dans l'année des 40 ans, sans forcément tenir compte de la date de naissance de l'intéressé. Bon, je pense qu'ils sont les justes. Cette décision a quand même fait beaucoup parler, que ce soit juristes ou politiciens. On y a vu quand même certaines manipulations fondées ou pas. Mais est-ce que... Il y a eu quand même polémique. Tout à fait, il y a polémique, et il doit y avoir polémique parce que 39 plus 1, quand la Constitution dit que révolu, là encore c'est imprécis. Oui, parce que quand on dit 39 plus 1, ça fait 40. Alors, soyons précis. Lorsque vous êtes né 1 janvier 2005, janvier 2010, si vous êtes né 25 janvier 2005 et que janvier 2010, même si c'est au 12, est-ce que c'est révolu ou pas? Est-ce que vous avez 5 ans ou pas? Est-ce qu'il faut attendre 25 ans, le 25 janvier, pour dire que c'est révolu? Moi, je pense que là-dessus, l'adjectif révolu n'était pas aussi précis. Il fallait peut-être donner d'autres précisions. Maintenant, c'est vrai, si on doit s'en tenir juste à la lettre, on pourrait dire que révolu signifie simplement qu'il faut atteindre le jour de l'année où on est né pour parler de révolu. Bon, c'est vrai, on peut critiquer, mais finalement, on a vu comment ça s'est passé. L'essentiel, c'est que la démocratie béninoise n'a pas tangué. Elle continue et les résultats ont donné... Disons qu'heureusement, on n'a pas mis à l'épreuve cette décision. Tout à fait, bon, tout à fait. Oui, je pense que cette décision, c'est vrai que vous l'avez dit, les dispositions les articles de la loi, des dispositions d'une loi ne donnent pas lieu de faire de la littérature. Sinon, on aurait pu clairement dire qu'il faut avoir l'âge à telle date de naissance, peut-être au 31 janvier, comme on le dit souvent. Mais je pense que ça dépend vraiment de là où on se place. Si on rentre, si peut-être on fait le calcul, on fait la différence entre l'année en cours et l'année de naissance, on voit 40 ans. Je pense que pour celui qui dit qu'il faut avoir 40 ans pour aller aux élections, lui, il est dans les trucs. Là, l'article est interprété selon sa position. Comme on le dit, le doute profite à l'accusé. Heureusement, vous l'avez dit, qu'on n'a pas mis vraiment cette loi ou bien cette décision à l'épreuve. Sinon, les interprétations continueraient jusqu'à présent. Alors, l'autre décision qui a quand même fait beaucoup parler, ce sont les options fondamentales qui ont été définies délibérément par la Cour constitutionnelle de Robert Dossou il y a quelques années, où on estimait qu'il y a quelques décisions ou quelques options qui ne devraient pas être, qui sont insusceptibles de révision constitutionnelle, notamment le régime présidentiel, l'âge pour la limitation d'âge, 40 ans à 70 ans, la limitation de mandat. Beaucoup de juristes se sont levés pour dire mais non, cela ne revient pas à la Cour de dire s'il faut changer, s'il faut, mettre telle ou telle décision dans le marbre ou pas, il revient au peuple. Mais la Cour dit non, ces points-là ne doivent pas être susceptibles de révision. Est-ce que la Cour n'est pas allée trop loin? Je pense que la Constitution aussi le prévoit. L'âge qu'il faut avoir pour être candidat, ou bien a dit la borne inférieure, la borne supérieure. Oui, la Constitution a dit, mais est-ce que le peuple n'a pas le droit de changer? Mais que cela intervient dans le cadre d'une révision de la Constitution. Oui, justement, et dans le cadre d'une révision de la Constitution, la Cour constitutionnelle dit, même en cas de révision de la Constitution, ces points ne peuvent pas être révisés. Bon, là, je pense que là-dessus, l'avis est partagé. Ça dépend des motivations données par la Cour. Sinon, à partir du moment où la Constitution prévoit elle-même sa propre révision,
je crois qu'il ne devrait plus y avoir d'autres dispositions. Sur la question, je vous propose qu'on écoute justement l'un des acteurs de la décision, notamment le professeur Théodore Olo, président sortant de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas de façon anodine que la limitation est intervenue. On observe dans la sous-région que la plupart des constituants qui avaient inscrit cette disposition dans leur texte fondamental à l'occasion des révisions sont tous, sauf le Mali, pour les pays francophones, sont revenus sur cette disposition. Devons-nous, face à la volonté, même pas des propos, d'inviter à la modification de la Constitution, dire ce n'est pas prévu par la Constitution, donc nous nous taisons, alors que nous connaissons l'esprit de cette Constitution. Il y a une évolution positive aujourd'hui dans la sous-région. Au Niger, des jeunes de l'Union, des jeunes Nigériens pour le développement, je crois Bra et Ibrahim, sont en prison actuellement parce qu'ils ont invité le président en fonction à revendiquer un troisième mandat. Et le chef du parti présidentiel, Bazoum, a dit que le troisième mandat serait un coup d'État contre l'ordre constitutionnel. Il y a donc une évolution. Donc la Cour constitutionnelle ne peut que s'inscrire dans cette logique, même si ce n'est pas expressément inscrit dans la Constitution comme une clause d'éternité. L'esprit de la Constitution obligeait, à mon avis, la Cour constitutionnelle à ériger des digues pour empêcher l'intangibilité du chef de l'État au pouvoir, parce que c'est cela qui est source de tension. Lorsque vous n'avez pas la possibilité d'accéder au pouvoir par les urnes, comme dit Mao, le pouvoir est désormais au bout du fusil. Est-ce que c'est cela que nous voulons pour notre pays? Mais quand vous êtes sûr qu'au bout de 5 ans, celui qui est là, il va partir, même s'il ne part pas au bout de 10 ans, quoi qu'il arrive, il partira. Et nous avons eu la chance au Bénin qu'en 1991, le président Kérékou, paix à son âme, candidat à sa propre succession, a été battu, il est parti. En 1987, le président Soglo, qui lui a suivi en 1991, tente d'avoir un deuxième mandat, il est battu, il est parti. Le président Kérékou est venu, il a fait 2 mandats, il est parti. Le citoyen a désormais conscience que le pouvoir lui appartient et non pas à celui qui l'exerce pour un temps et pour son nom. Donc je pense qu'on ne peut pas ignorer cet environnement qui n'est pas le même dans d'autres États qui ont la culture démocratique. Donc c'est une interprétation de la Constitution in concreto et non pas in abstracto. Augustin, vous avez maintenant des éléments? Oui, tout à fait. Parce que là, cela rejoint le point de vue développé par le professeur togolais, oui, à savoir que on est dans un contexte donné et que le juge constitutionnel a bel et bien le droit d'interpréter, de voir le contexte dans lequel on est, de voir d'où on vient et l'évolution, où est-ce qu'on veut aller, et en fonction des réalités politiques du pays, on peut véritablement, disons, faire des interprétations, toujours dans le sens de consolider, disons, la démocratie. Je rappelle à l'entame de cette émission que Théodore Olo faisait partie de la commission constitutionnelle. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est des gens qui, du point de vue expérience, du point de vue aussi culture, ont une certaine légitimité à proposer des interprétations, toujours dans le but de concrétiser, de faire asseoir l'état du droit. Et comme il a dit, in concreto, ça veut dire que ce n'est pas fait ex nihilo, mais on a analysé le contexte général, le contexte politique, l'évolution de la société, et en fonction de ça, on essaie de questionner non seulement la lettre de la Constitution, mais l'esprit de la Constitution pour dire, mais qu'est-ce qu'on peut ajouter, qu'est-ce qu'on peut, disons, tracer comme conduite à suivre, toujours pour, comme il a eu à le dire, poser des digues pour empêcher qu'il y ait des dérives. Oui, je pense que si l'opportunité était donnée au sein de la Cour d'expliquer chaque décision,
beaucoup de polémiques peut-être n'auraient vraiment pas lieu. Parce que avec ce qu'il a dit, je pense que qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il avait dit, on a des éléments vraiment pour apprécier du point de vue objectif. Si on ne veut pas être vraiment objectif, ça c'est autre chose. Je pense que quand il se réfère au contexte sous-régional, il a pas raison parce qu'on ne peut pas toucher les 40 ans sans toucher aux 70 ans. Et c'est la crainte. C'est la crainte. Si peut-être il est allé plus loin en parlant des anciens présidents qui auraient pu être candidats et qui installeraient l'instabilité et tout. On n'a pas eu le temps de tout passer. Justement, si peut-être en 2005, quand le régime Kérékou était en train de finir et que des appels à réviser la Constitution pleuvaient de part et d'autre du côté de ses partisans, si la révision avait été faite et qu'on a touché à l'âge, vous verrez que Nicéphore Soglo reviendrait dans la danse. Beaucoup de gens reviendraient aussi dans la danse. Je pense que c'est au regard de tout cela et vu ce qui se passe dans la région où la révision des constitutions est devenue un sport sous-régional où on fait à volonté et en faveur de soi-même, je pense qu'ils ont vraiment des éléments pour étayer leur décision. Et donc, malheureusement, l'opportunité n'est pas donnée à la Cour de faire chaque fois une conférence de presse ou bien un point de presse pour expliquer leurs décisions. Je pense que ceux qui prennent les décisions, quand ils lisent avec un œil scientifique, pas un œil politique, ils peuvent s'en convaincre. Et je pense que l'intelligence s'inspire de ces erreurs pour ne plus en commettre. Mais le plus intelligent s'inspire non seulement de ces erreurs, mais des erreurs des autres. Et je crois qu'ils ont été plus intelligents à s'inspirer de ce qui se passe dans la sous-région pour éviter que ça ne vienne au Bénin. Sinon, ce n'est vraiment pas l'option des 40 ans là qui dérange, mais quand on touche 40 ans, on descend peut-être à 35 ans ou à 30 ans. C'est bien envie d'être candidat à 35 ans ou à 30 ans. Bon, moi aussi j'ai bien envie parce qu'à 40 ans, je suis encore loin. Je suis encore loin du compte. De remplir cette condition. Et donc, je pense qu'on ne pourrait pas toucher à ça du point de vue politique sans toucher aux 70 ans qui déjà frappait beaucoup de personnalités qui ont quand même bien envie d'être autorité suprême. Alors vous parliez de ces acteurs-là, Olo qui était justement dans l'équipe qui a rédigé la constitution du Bénin. Avant lui, il y a eu Robert Dossou qui était dans cette commission également. Nous avons connu dans les premières cours constitutionnelles, les premières mandatures, le professeur Maurice Anzo Glélé. Donc les pères fondateurs le père de la nation. Voilà, et les pères fondateurs de la République qui, jusque-là, ont fait partie de la Cour constitutionnelle, qui ont, d'une manière ou d'une autre, orienté les décisions dans le sens de l'esprit de la Conférence nationale des forces vives. Aujourd'hui, nous passons en transition, nous quittons la génération des pères fondateurs pour une nouvelle génération, une génération plus jeune, où nous avons maintenant une Cour constitutionnelle où il n'y a pas de membres du constituant, justement. Seront-ils à la hauteur? La question n'est pas de moi, elle est du professeur Joël Aïvor. Bien, on verra. C'est vrai que c'est légitime d'avoir le doute. Là-dessus, il n'y a pas de débat, parce que cette cour-là, on la trouve relativement jeune. Quand on regarde son président, Maître Diogbenou, et quelques autres membres aussi, c'est une cour relativement jeune. Et comme vous le rappelez, il n'y a pas la présence d'un constituant. Robert Dossou, entre-temps, aussi évoqué l'absence d'un spécialiste de droit public, n'est-ce pas, parmi les membres de cette cour. Ouais. Donc, nous sommes à une phase vraiment de transition, de légitime doute. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont là sont incompétents. Ça ne veut pas dire qu'ils sont inefficaces. Ce sont des personnalités qui ont eu à, disons, démontrer ce dont elles sont capables dans notre pays. Du point de vue intellectuel, c'est des gens vraiment qu'on peut apprécier à sa juste valeur. Et donc, moi, le doute que je voudrais peut-être évoquer, ce n'est pas forcément au niveau de leur charisme intellectuel ou de leur possibilité de dire le droit tel que cela devrait l'être, mais c'est comment arriver à assumer pleinement leurs responsabilités en se départissant, n'est-ce pas, d'où ils sont venus.
d'où ils sont venus. Parce que on voit que, comme cela est indiqué dans, disons, la Constitution, ils sont au nombre de 7, 4 sont élus par le Parlement, 3 par le président de la République. Avec notre mentalité sous-développée en termes de démocratie, alors là, il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'ils seront capables d'assumer pleinement leurs responsabilités en n'ayant à cœur que l'intérêt général, ou bien vont-ils toujours continuer à entretenir les accointances avec leur pot de départ? Parce que quand nous prenons par exemple le président de la Cour constitutionnelle, l'actuel bien entendu, M. Diogbenou, on voit un peu son parcours et on sait les accointances qu'il a avec le chef de l'État qui est en place. Son ex-avocat, son ex-ministre de la Justice, patati patata. Lorsqu'on prend aussi le vice-président, le nom m'échappe, Razaki Amouda, bien sûr, qui est relativement lié aussi à l'alliance ABT. Lorsqu'on prend aussi Cécile de Dravo, qui est aussi RB, elle, Zinzilokwe, qui se retrouve... Il y a 2 ailes. Oui, il faut préciser, la précision vaut la peine dans ce contexte-là. Alors là, lorsqu'on voit ces personnalités dans une cour, non, a priori, il y a de craintes, il y a de doutes, mais ça ne veut pas dire que forcément... ces personnalités elles vont faire le jeu de la politique ou du pouvoir qui les a amenés là. Donc, il leur revient de jouer leur partition, de pleinement leur responsabilité, en sachant que là, maintenant, ils sont appelés les sages de la République. Ils doivent être plus sages. S'ils l'étaient, ils doivent l'être davantage. S'ils ne l'étaient pas, ils doivent chercher à l'être, parce que, bien entendu, aujourd'hui, leurs décisions, d'accord, peuvent mettre feu à la République. Et là-dessus, beaucoup de Béninois les guettent. Surtout, leurs premières décisions seront vraiment décortiquées. Les gens attendent impatiemment les premières décisions de cette Cour pour voir si ça va être des décisions vraiment qui tiennent route, qui tiennent compte de l'intérêt général, ou des décisions de remerciement. Stéphane? Oui, je pense que les craintes, les inquiétudes de tout et chacun sont vraiment fondées. Quand nous prenons celui qui incarne, celui qui est aujourd'hui le président de la Cour constitutionnelle, c'est Maître Joseph Diogbenou. On le connaît en tant que ministre. C'est celui qui a théorisé la politique de la rusée de la rage. C'est de lui c'est venu. Et donc je pense que les citoyens ont pleinement raison de craindre qu'à la tête de la Cour, quelque chose va se passer. Mais n'oubliez pas que la Cour constitutionnelle est une jurisprudence. L'institution en elle-même est une jurisprudence. Et chacun, comme je l'ai tout à l'heure dit, chacun ne voudra pas porter la responsabilité d'un pays en incendie, d'un pays en fracas. Et donc, en ce sens, je pense que le professeur Joseph Diogbenou va forcément chercher à se défendre, va forcément chercher, c'est dans son intérêt, au-delà de ce que ça doit être dans l'intérêt du peuple, c'est dans son intérêt de vraiment enlever sa touche d'homme politique, d'acteur politique, de serviteur du président Patrice Talon pour savoir qu'il est désormais... Il a été mis en congé politique par son parti politique. Justement, ben bon, on est seul quand on dit mise en congé politique, ce sont des formalités administratives qu'on rappelle. Donc, ce sont des exigences du point de vue administratif, comme on le disait, pour tromper la vigilance des gens. Donc, moi, je pense que le changement doit venir de l'interne. On a vu, le président François Hollande avait désigné le ministre des Affaires étrangères d'alors, Laurent Fabius, pour présider le Conseil constitutionnel. Mais cela n'a pas eu autant de polémique. C'est l'esprit politique de chaque pays. Nous autres, nous n'avons pas encore cette maturité de savoir en passant de fonction de ministre à fonction de juge constitutionnel, il y a changement de taux qu'il faut vraiment observer. La crainte est là et c'est pleinement fondé. Maintenant, revenant peut-être à leur qualité de jeunes, dont la moyenne d'âge est relativement jeune par rapport aux cours précédentes, je pense que, comme on le dit souvent, la sagesse, ce n'est pas une accumulation d'années, mais c'est une accumulation d'expérience et porter la patrie en soi-même rend déjà sage. Si ils portent la patrie en elle-même, ils savent que nous sommes là pour la République et non pour qui que ce soit, en tant qu'individu, en tant que personne, je pense qu'il vaut vraiment surprendre. Et c'est ça j'attends forcément de... Moi, je n'ai pas forcément cette crainte, parce que je sais qu'ils sont l'émanation d'un peuple qui les attend forcément au carrefour. Ils ont des familles, ils ne sont pas des gens qui sont venus d'ailleurs pour présider la Cour du Bénin. Ils sont béninois, ils savent qu'ils n'ont que
à chaque centimètre de leur peau, comme le dit Nicolas Sarkozy, ils sont béninois, ils respirent le Bénin et donc en ce sens, ils doivent travailler à consolider l'état de droit, à faire perpétuer l'héritage bénin qu'on a eu de nos parents. Cette cour, la cour qui est là, c'est une institution. Ça ne va pas finir à une seule génération. Ça va continuer autant que le Bénin doit continuer. Et donc, je pense que quand on regroupe leur expérience, leur parcours politique, leur parcours professionnel, je pense qu'ils disposent de toutes les âmes. Mais la crainte, c'est au plan politique. Et cette crainte est totalement fondée, même si moi, je ne la nourris plus trop parce que c'est qu'au moment opportun, ils vont voir que la jurisprudence de la cour ne va pas dans ce sens parce que qu'on ne le veuille pas. Nous avons assisté à des revirements jurisprudentiels même avec les autres cours. Oui, justement, on a assisté à des revirements jurisprudentiels. Parce que moi, comme je l'ai dit lorsque la Cour a rendu sa décision sur le retrait du droit de grève, je pense que si la jurisprudence n'est pas républicaine, on ne peut pas continuer avec. Si la République a tendance à détruire la République, pourquoi dire que c'est jurisprudence et continuer avec? Et donc, on doit continuer avec une jurisprudence qui est vraie, qui est juste et qui est juridique, sinon du point de vue fonctionnement. Et donc, nous devons avoir confiance en eux parce que les craintes, déjà, ce sont des défis qu'on leur lance pour dire attention, si ça arrive, il ne faut pas confirmer ce que les gens sont en train de penser de vous. Et bon, je pense qu'ils vont prendre la hauteur. C'est une sorte de pression. C'est une sorte de pression. Et je pense que qu'on ne le veuille pas, le personnage de Joseph Djogbeno au gouvernement a été clivant. Que ce soit à tort, que ce soit à raison, mais c'est que ça a été clivant. Et comme nous, on l'a dit, comme on l'avait pensé à travers les colonnes de notre journal Dynamisme Info, on a pensé que c'est une opportunité pour Joseph Djogbeno de se mettre encore en face vis-à-vis du peuple, parce que Joseph Djogbeno, il y a de cela en 2015-2014, c'était quand même, je ne vais pas dire, c'était une personnalité que les étudiants, les citoyens, du point de vue intellectuel, du point de vue politique, du point de vue citoyen, respecté. Mais cela n'a pas été toujours le cas lorsqu'il était au gouvernement. Et donc, c'est une opportunité pour lui de prendre cette tradition pour se remettre en face avec le peuple, parce qu'au-delà de tout, c'est le peuple, c'est la République, c'est la nation. Augustin Anigniquin, un mot quand même sur la désignation de Joseph Djogbeno comme président de la Cour constitutionnelle. C'est vrai qu'on s'y attendait quand même quelque peu au-delà de tout. C'est arrivé. Quelle analyse faites-vous de cette désignation, de cette élection? À ce niveau, il faut dire que c'est un défi qu'il a lancé. Et c'est à lui de jouer. C'est à lui de jouer le bon ballon pour qu'à la fin de sa mandature, il soit porté en héros. Parce que, un triomphe. Oui. Il sera en challenge avec le président. Tout à fait. Parce que lorsqu'on voit son parcours ces 2 dernières années, la crainte est légitime, le doute est légitime. Et moi, je pense qu'il doit faire l'effort d'être vraiment, de s'attacher vraiment à la jurisprudence de la Cour, aux prérogatives établies par la Constitution concernant la Cour, et d'oublier surtout sa touche politique. Parce que c'est vrai, lui-même est président d'honneur d'un parti politique. Lui-même. Avant d'être mis en congé. En congé, bon voilà, en congé. Il est devenu un homme politique, il faut le dire comme ça. Maintenant, à partir de cet instant qu'il est élu, il faut qu'il fasse l'effort de conduire la Cour de main de maître avec la rigueur scientifique et juridique qu'il faut, pour ne pas tomber dans les méandres de rendre des décisions justes pour donner l'impression que la Cour est le prolongement de l'exécutif. Si jamais on donne l'impression que la Cour est désormais le prolongement de l'exécutif, c'est grave. Comment on le pense du Parlement? Comme le pense du Parlement, ça c'est grave. Donc, une fois encore, Djogbeno a une belle occasion de se refaire, de se retiqueter aux yeux du peuple béninois pour leur faire voir que, attention, avant j'étais vraiment dans la politique, et en politique des coups sont permis. Maintenant que je suis à la Cour, je suis redevenu sage, et que sagement je vais conduire cette Cour, n'est-ce pas, au profit de l'intérêt général. Parce que si cette Cour se met dans la logique de plaire aux ténors politiques, notamment à la majorité, je crois que c'est raté, parce que n'oublions pas qu'actuellement,
le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, à quelques exceptions près, fait corps, fait bloc, parce qu'on ne voit pas une traçabilité réelle, on ne voit pas un clivage bien tranché entre le pouvoir exécutif aujourd'hui et le pouvoir législatif. Il y a tellement de l'imbroglio à ce niveau. Donc il faut que la Cour joue véritablement son rôle de contre-pouvoir. Contre-pouvoir pour, comme tu l'as dit au départ, d'arrêter les autres pouvoirs dans leur déviance. Sinon, on aura à assister à des scènes qui ne seraient pas honorables pour notre pays. Donc, Joseph Yebonou, pas le seul, mais lui, en tant que président, et vu ce que chacun dit de lui, il a intérêt, n'est-ce pas, à sauver les meubles, à vite taire les soupçons, les doutes, et rassurer, n'est-ce pas, les Béninois de ce que, eh bien, cette cour-là est venue pour consolider, n'est-ce pas, la démocratie, pour s'inscrire dans la ligne tracée par les cours précédentes afin de grandir, faire grandir autrement notre démocratie. Alors, un dernier tour de table justement sur cette question. Comment voyez-vous notre cours dans 5 ans? Justement, très, très rapidement, Augustin. Bon, là, je n'ai pas le boule de cristal pour dire comment serait la cour dans 5 ans. Mais je pense que dans 5 ans, on aura peut-être une cour plus assagie. Parce que 2021, ce serait passé. Oui. Et à ce niveau aussi, on verra comment la roue va tourner. Est-ce que celui qui va aviser aurait eu le temps d'aviser pour être là, ou s'il va aviser autrement pour ne plus être là, on aura le temps aussi nous-mêmes d'aviser. Et donc, peut-être avec tout cela, on verra la peau dans laquelle on retrouverait la cour dans 5 ans. Mais le souhait est qu'on retrouve une cour bien assagie, une cour qu'on pourrait applaudir avec beaucoup de joie au cœur. Stéphane. Oui, j'entrevois, ça c'est mon espoir, ça c'est mon souhait, une cour à l'horizon 2023, oui. 2023, une cour qui aura comblé toutes les attentes, qui aura déjoué tous les pronostics, ou bien qui n'aura pas confirmé les craintes que nourrissait le peuple vis-à-vis de leur. Parce que si la Cour ne trébuche quelque part, c'est la République avec elle qui trébuche. Et je ne voudrais pas que la République trébuche, donc je voudrais forcément que la Cour réussisse. Et ça dépendra forcément de ces acteurs, les 7 sages. Et donc, le pays leur est confié à partir de cet instant, à partir d'aujourd'hui. Et ils ont le devoir de la garder, la République, et de la transmettre à qui de droit au moment opportun. Parce que si quelque chose d'autre arrivait aujourd'hui, le nom du président du Conseil constitutionnel de la Cour constitutionnelle va rester dans l'histoire, mais de façon négative. Et je ne pense pas que... De la Côte d'Ivoire, vous voulez dire? De la Côte d'Ivoire, c'est ça. De la Côte d'Ivoire va rester dans l'histoire de façon négative. Et donc de 2010, hein, de 2010, pas le professeur Vaudier actuel. Non. De 2010, qui s'est fait déchirer les feuillets des résultats. Et donc, je voudrais croire, et je souhaite que le procès Djobenou s'inscrive dans la logique de rentrer de façon positive dans l'histoire, parce que comparativement aux autres, il est d'un jeune âge, il est encore devant lui. C'est vrai que c'est un grand dans l'arsenal juridique, dans l'arsenal scientifique, mais du point de vue âge, il est plus ou moins... Mais à part la première mandature, ce sont les professeurs d'université qui s'enchaînent, qui se succèdent à la tête de la Cour. Oui, et après Elisabeth Pognon, oui, justement. Donc, vous voyez, c'est la crème. C'est pourquoi c'est le haut lieu du savoir. Et donc, les professeurs d'université doivent confirmer que c'est le haut lieu du savoir. C'est la marmite scientifique de tout État. Non, vous savez, lorsqu'il y a la politique, la marmite scientifique peut devenir la marmite politique. Oui, parce que on ne souhaite pas. C'est vrai que vous êtes plein d'espoir, vous dégagez un parfum de bonne humeur, mais moi je reste beaucoup méfiant parce que le vrai test pour cette course c'est en 2021. Oui, nous verrons bien en 2021 ce qui se produira, et on espère bien que tout se passera très bien. D'ailleurs, nous sommes habitués à nous faire peur, mais finalement à nous retrouver étonnés nous-mêmes de nos prestations politiques. Nous y arriverons en 2021. Soyez rassurés. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là.